si vous devez retenir, en tout cas moi ce que j'ai retenu, c'est 2 points. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la big data, mais c'est mieux de parler de la smart data parce que du coup on va cibler les données qu'on va utiliser. Et puis la big data, elle permet plein de cas d'application dans la banque. Quand on parle de la donnée, cette donnée, il faut la gérer. Il faut la gouverner et du coup, c'est quoi les tendances de la gestion de données dans les banques et c'est quoi les défis de la data management? C'est Madame Jaouer qui nous répondra à cette question et qui sera, j'espère, plus courte que Monsieur Ali. Je vais essayer. Donc voilà, donc Jawahar Lalla, donc je suis dirigeante déjà depuis 15 ans, pas plus de 15 ans, dans une société qui gère la gouvernance et le cycle de vie de la donnée. Donc on sait vraiment traiter la donnée depuis sa mise en qualité, sa transformation, jusqu'à son archivage sélectif et sa destruction. Donc on va parler un petit peu des tendances dans le domaine bancaire. Vous avez donc la banque de détail, la banque privée et la banque commerciale. Dans la banque effectivement de détail, on est maintenant de plus en plus avec les smartphones, donc on est vraiment centré sur le smartphone. Et vous avez eu avant, donc pour les paiements, donc c'était les paiements à la caisse. Ensuite, ça a été les paiements à la carte bleue. Ensuite, ça a été les paiements de plus en plus rapides. On doit être vraiment dans la rapidité. Et on est de plus en plus dans ce paiement maintenant qui ne doit plus se voir. Donc on voit bien tous les achats qui se font où on paye on paye carrément la commande et plus à la livraison. Donc le monde est en train de changer dans ce domaine et effectivement la banque de détail doit se réinventer. Maintenant, on va parler de la banque privée. Donc on parlait tout à l'heure, je suis une personne qui parlait de la responsabilité donc de la finance verte, bien parce que tout simplement les investisseurs sont de plus en plus soucieux justement des investissements liés à l'aspect vert et donc ils vont un peu driver finalement les tendances de la banque. La banque doit se transformer pour justement apporter de plus en plus à ses investisseurs, à ses acteurs, à ses clients du privé, des instruments qui sont effectivement green. Donc on parlait effectivement de ESG tout à l'heure, donc environnemental, sociétal et de gouvernance. Et bien entendu, ces clients, il faut les retenir justement. Et donc cette notion d'avoir cette vision 360 degrés autour de la personne pour assurer la rétention et surtout s'assurer que derrière, les investissements et les produits financiers que l'on met à disposition, les offres, sont en adéquation avec leurs attentes. Sinon effectivement, on risque de les perdre. Ensuite, on a donc la banque commerciale. Je sais qu'on a parlé de digitalisation. On a parlé aussi beaucoup d'open banking. Et ça, c'est tout simplement parce que le client maintenant attend plus finalement de choses que simplement d'avoir des flux financiers. Il attend d'avoir plus de choses de sa banque. Alors, il y a eu une réglementation qui est DSP2 qui a permis de libérer donc la concurrence, qui est une concurrence plus loyale, qu'il puisse aussi y avoir de l'innovation. Et donc, on a vu arriver des offres de services entre acteurs bancaires et non bancaires qui ont pu échanger leur savoir-faire et apporter des services complémentaires, donc de plateforme as a service ou tout simplement de banque as a platform ou banque as a service. Et donc voilà, effectivement, on est de plus en plus, pour donner un ordre d'idée, une société comme Square, qui était une solution qui faisait du logiciel de paiement, eh bien s'est transformée pour apporter de la valeur complémentaire, du service complémentaire à ses clients, en apportant effectivement des carnets de commandes, de la possibilité de prendre des rendez-vous, de gérer sa trésorerie. Alors, vous voyez, on s'ouvre vraiment à toute une série de choses qui n'étaient pas prévues. C'est ce qu'on appelle de l'open banking. Et bien entendu, voilà, l'idée, effectivement, c'est pour pouvoir capter et garder ces acteurs, il va falloir ouvrir son écosystème, sécuriser toute cette partie-là. Donc, effectivement, maintenant, je te réponds à ta question de data management. Donc, on parlait de data management. Alors, pour vous dire pourquoi on fait du data management, pourquoi, effectivement, des données qui augmentent de façon exponentielle. Il faut savoir que l'Europe a sorti énormément de réglementaires en très peu de temps. Alors, pourquoi ils le font ? Alors effectivement, on a le RGPD qui est arrivé pour améliorer effectivement un droit de l'homme sur un monde digital qui est en train de se construire, mais pas seulement. En fin de compte, toute l'idée de l'Europe, c'est de libérer la donnée parce que ça va être la nouvelle économie. L'économie physique, telle qu'on la connaît actuellement, elle s'épuise.
Elles s'épuisent parce que les matières premières ne sont plus, finalement, s'épuisent elles-mêmes. Donc, il faut changer de paradigme, il faut relancer une économie où on est sur une donnée, et une donnée est une ressource, mais qui est inépuisable et qui se duplique à l'infini. Donc ça, c'est super intéressant. Donc en gros, après, vous allez avoir énormément de réglementaires qui sont sortis. Donc le milieu bancaire, c'est intéressant parce que c'est un milieu, le banque et l'assurance, c'est un milieu qui a été déjà très réglementé. Et je pense que c'est pour l'Europe un moyen d'aborder un secteur et une industrie qui est capable d'encaisser ces réglementaires. Et surtout, il faut pas oublier une chose, c'est que les banques et les assurances, ils sont en contact direct, ils sont le côté financier, et c'est eux qui vont pousser cette tendance aux autres acteurs, à leurs clients, et qui vont leur imposer des instruments financiers pour permettre cette transformation. Donc il y a le Data Governance Act qui était sorti, donc en France, ce qui permet effectivement à des acteurs d'échanger des données, par exemple de santé, avec des tiers de confiance. Vous avez ce qu'on appelle le data altruisme, qui permet d'échanger des données qui sont des données dites de biens communs pour améliorer l'intérêt général et les biens de tous. Vous avez le Cyber Act, vous avez l'IA Act. Alors vous voyez bien, hein, finalement, on va vraiment dans tous ces éléments-là. Pourquoi ? Parce que notre économie est devenue systémique et que derrière, toutes les actions qui sont faites dans un pays ont un impact dans un autre pays. Pour en arriver où ? Tout simplement parce qu'il y a une dernière réglementation qui vient de sortir d'ici peu, il y a quelques jours, qui est celle qui oblige les entreprises à faire une comptabilité extra-financière. Donc là où on était avant en train de faire une comptabilité financière, on attaque la partie extra-financière où une entreprise va se donner une mission responsable sur l'environnement, sur le social et sur sa gouvernance. Et elle devra annoncer cette mission. Et elle va devoir la suivre. Et ce ne sera pas du greenwashing ou autre chose. Hein. C'est vraiment, elle sera auditée et elle sera également contrôlée sur ce thème. Alors tout simplement pour vous dire que la data a une importance importante, puisque vous allez avoir par exemple l'IFRS 9 pour la banque, l'IFRS 17. Donc on voit bien que nos systèmes, ça a été dit dans la transformation digitale, nos systèmes sont des systèmes qui sont assez anciens et traditionnels. Donc comment pouvoir capter cette fameuse valeur dont on parlait tout à l'heure, hein, de juste patrimoine de données, pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir l'utiliser de façon de plus en plus efficace, agile, flexible, modulaire, vous voyez, et d'échange avec les acteurs. Eh bien, en gros, effectivement, il va falloir avoir une meilleure vision de ce patrimoine de données. Il va falloir le mettre en qualité. Il va falloir une stratégie, que cette stratégie se suive au niveau de la donnée. Il va falloir la sécuriser. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on sécurise ? Effectivement, on sécurise des systèmes d'information, effectivement, on sécurise des serveurs, effectivement, on sécurise tout ça. Mais l'important, c'est de sécuriser nos données. Et on parlait de smart data. Smart data, c'est j'identifie ce qui est important dans mon entreprise. Je vais échanger avec le délégué à la protection des données. Quelles sont les données, comment elles sont classifiées, avec le RSSI, quels sont le DICT, la disponibilité, l'intégrité, la traçabilité, la confidentialité des données. Et à partir de là, je vais définir des règles précises sur l'usage, sur son stockage et sur pas mal de choses. Et derrière, il va falloir mettre en place une maintenance, et une maintenance qui soit à moindre coût, pour permettre à l'entreprise de bien gérer ses données et de faire de l'analytique. Donc, quand on parle de data, la mettre à disposition pour gérer les risques, un risque, je vous voyez bien, qui est devenu systémique, sur les banques et les assurances doit s'attarder sur l'impact climatique. Et quand on parle d'impact climatique, ça signifie prendre des informations sur la population, prendre des informations assez diverses et être en mesure ensuite d'en sortir des métriques et d'apporter des réponses concrètes. Donc voilà, la data, c'est tout ça. Et c'est tout ce qui va vous permettre demain d'accélérer votre transformation digitale, votre sécurité, tout ce qui va bien, votre reporting et votre capacité à répondre donc à l'autorité compétente sur votre capacité à rester résilient, souverain pour certains. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Donc la data, il faut la rendre disponible, il faut la sécuriser. C'est au cœur des projets des banques. La data, on l'utilise pour améliorer des process, pour améliorer notre relation avec le client, mais on l'utilise aussi pour des projets réglementaires. Pas vrai, Monsieur Hamza? Et pas n'importe quelle data, mais une data qui doit être de bonne qualité, avec un historique, etc. Donc, Monsieur Hamza va nous faire un retour d'expérience sur ce sujet.
Merci beaucoup. Donc, pour bouger un peu, comme ça, le fait de bouger, ça va vous réveiller. Donc, pardon. Donc, effectivement, Lyoum, on a parlé de l'importance de la data en termes d'expérience client, comment on peut améliorer l'efficacité des entreprises, des banques. Lyoum, je vais être plus sur le volet importance de la data pour la gestion de risque et comment la gestion de risque aussi crée de la valeur. Ce n'est pas un centre de coût, mais on crée de la valeur avec la gestion de risque. B. Processus de gestion de risque, je vais m'arrêter aux deux premières étapes. C'est on identifie les risques, donc toutes les banques savent les risques auxquels elles sont exposées. On donne un crédit, on a du risque de crédit. On prend des positions de change, on a des risques de change. Pour gérer tout ça, on a du risque up, on a des positions d'inadéquation actif-passif, etc. Donc le risque, on le connaît. Maintenant, la deuxième étape, c'est quantifier le risque. Est-ce qu'on a assez résilient pour absorber les chocs? B. On a beaucoup parlé de data ou on va dire, big data ou de la qualité. Moi, je vais être un peu, on va dire, terre à terre ou à la pragmatique, je ne sais pas comment vous voulez dire. Dans toutes les banques que j'ai vues, aucune banque, plus ou moins, allez, quelques exceptions, n'arrive à déterminer d'une manière fiable son niveau d'engagement. Banque, elle donne des crédits. Tu lui dis quel est ton niveau d'engagement, arrêtez, il y a des écarts qui se chiffrent en millions d'euros. Je parle en centaines de millions d'euros. Qui trouve banque, donnez-moi les informations signalétiques de vos clients. Ils ne peuvent pas le faire. 80% du secteur d'activité des entreprises, c'est de l'aéronautique. Parce que le chargé client, la première chose, c'est l'aéronautique. Il clique sur l'aéronautique. Est-ce que les banques ont des données, les états financiers mis à jour? Ils veulent prédire le risque de défaut avec des états financiers de 2008, 2009, 2010. Donc là, il y a un sérieux problème. En termes de données de recouvrement, lorsqu'on passe d'un historique de recouvrement, on perd l'information, on est sur une vision client, on ne sait pas les frais facturés qui fichent, comme ça. Ou celui qui remet en cause, il peut me le dire, il n'y a pas de souci. B. Il n'y avait pas d'enjeu. C'était, on donnait du crédit, on faisait une analyse qualitative, on avait des analystes qui étaient chevronnés, ils savent faire les choses convenablement. Quelques banques ont des systèmes de scoring embryonnaires, mais ça s'arrête là. C'était suffisant pour faire la banque. S'il y a de la casse après, c'est pas si grave, on se rencontre, on bat. Par contre, Tawaya, la nouvelle réglementation, on parle de IFRS 9, je ne vais pas rentrer dans les détails. Très simplement, IFRS 9, c'est une nouvelle façon de calculer les provisions en se basant non pas sur une approche déterministe, où on calcule les provisions lorsque le défaut est constaté, mais à une approche probabiliste. Combien je pourrais perdre potentiellement avec ce client? Donc là, on parle de la notion de probabilité de défaut. Lorsque le défaut survient, combien je vais perdre avec cette transaction? Donc on parle de la notion de perte en cas de défaut. Et combien je serai exposé? Les éléments, donc déjà, on doit être en mesure d'estimer cette probabilité de défaut. Donc il nous faut plein d'informations sur nos clients, que ce soit financières, comportementales, signalétiques, qui doivent être à jour et fiables. Lorsqu'on parle d'une perte en cas de défaut, il nous faut aussi l'historique de recouvrement, non pas au niveau client, mais au niveau contrat. L'immobilier, comme je perds dans le conso, donc il y a pas mal de différences. Donc on se retrouve avec des contraintes qui font en sorte que lorsqu'on ne sait pas estimer, on rajoute automatiquement des marges de conservatisme. Ça touche directement les fonds propres,
la rentabilité parce qu'on provisionne dès l'origination du crédit. J'ai donné un crédit, je calcule une provision. Donc, tout le monde est banquier dans la salle, on sait très bien que la provision tape directement dans le résultat. Donc, on peut se retrouver à donner un crédit et perdre de l'argent directement. L'année même, fait le PNL, fait le résultat, je suis en train de constater une perte sur ces crédits. B. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de passer, quel medem manajmouch où c'est compliqué, autant rester, ne rien faire. Le meilleur exemple que je donne, le but, c'est de faire un marathon. Mais si tu n'es pas sportif, Max Bestroum, tu vas faire un marathon. Il faut commencer. On commence et là, on se rend compte des insuffisances. Et comme disait Jawahir, là, on commence data management. On voit des éléments, on améliore, on cherche des données que les gens ne jugeaient pas utiles. T'aimes le contentieux, tu as des défauts au niveau contrat parce que moi, j'ai besoin d'estimer les récup pour l'immobilier. Non, moi je fais d'échéance du terme, je le regarde en vision client, mais là on perd énormément d'informations pour être en mesure justement d'estimer quel est match une tarification où il y a une mutualisation. On parle d'une tarification de la transaction avec ses détails. Un client qui met cette typologie, c'est un appartement standing au standing. Est-ce que combien loan to value, je peux dire combien je peux perdre directement sur cette transaction et je peux ajuster mon pricing et je peux être très compétitif sur les bons clients et générer de la valeur même si je facture un taux qui est défiant toute concurrence. Donc par rapport à ça, donc pour ceux, s'il y a des personnes qui sont ici, surtout en termes de gestion de risque, pour ceux qui n'ont pas encore vécu une réglementation, il faut anticiper pour justement mitiger l'impact. C'est mieux que Kif Massar, que ce soit en Tunisie ou là au Maroc, où on découvre dans l'urgence qu'on n'a pas anticipé beaucoup de choses, qu'on va avoir besoin. Il n'y avait pas d'enjeu, mais maintenant ça tape directement dans nos ratios de solvabilité, ça tape dans nos résultats, et là les choses changent, donc vaut mieux les choses changent, donc vaut mieux anticiper. Ou haka ça va, qui t'harakna faqtu shوية. Merci. Merci pour cette réponse très claire. Maintenant, on va parler de la maturité des banques maghrébines par rapport à tous ces sujets-là. C'est très beau tout ça, mais où on est aujourd'hui et comment se préparer à demain. Peut-être commencer par Monsieur Ali, mais je suis désolée sans slide cette fois parce que le temps nous a rattrapés. Vous avez parlé des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de la smart data, etc. Ces nouvelles technologies, elles existent. On sait que la techno aujourd'hui, ce n'est plus un frein par rapport aux entreprises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les banques maghrébines, elles sont matures par rapport à ces nouvelles technologies? Et sinon, pour vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment se préparer à demain? En 5 minutes. Ok, j'essaie. Merci. Donc, je reprends un peu l'exemple de Hamza. Tout à l'heure, il a dit, si on va faire un marathon et on n'a pas les moyens, il faut commencer par des petites courses ou bien de la marche. Eh bien, cet exemple s'applique à votre question, madame, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces nouvelles technologies, bon, on va les diviser en 2 ou alors en 3. Il y a des technologies où on commence à les utiliser, mais il y a des technologies où on est en train de penser à les utiliser, et il y a des technologies comme l'informatique quantique. Là, c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas à l'échelle maghrébine ou à l'échelle arabe ou à l'africaine, mais c'est à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, bon, malheureusement, j'ai préparé quelques slides pour vous donner un peu où on est. Juste une petite introduction à l'informatique quantique. Quelle est la différence entre l'informatique d'aujourd'hui, les machines d'aujourd'hui, et l'informatique quantique plutôt.
L'informatique quantique, elle repose sur 3 choses très importantes. La première, c'est qu'au niveau de l'informatique classique, on utilise les bits. Donc, on est dans un monde binaire. Le bit, il est ou bien à 1, ou bien il est à 0. Dans l'informatique quantique, ce n'est plus l'un ou l'autre, mais ils peuvent être les deux. C'est-à-dire, on peut avoir dans le même bit 1 et 0, ou bien 1, 1, ou bien 0, 1, ou bien 0, 0. Donc là, j'enchaîne sur le deuxième principe, ce qu'on appelle la superposition. Donc il va y avoir de la superposition d'états. C'est comme un peu, bon, on ne va pas rentrer dans la physique quantique, c'est l'atome qui peut se retrouver dans 2 états différents. La troisième, c'est l'incitation. Là, c'est un bit, il peut donner une idée sur un autre bit. Et là, c'est très important. Ça va nous emmener dans un monde où la durée des transactions va être cassée sur des millions de fois. Donc, beaucoup de challenges à ce niveau-là. Là, je reviens au big data et au smart data où même lorsqu'on est parti sur des machines très puissantes au niveau du cloud, on n'a pas résolu tous les problèmes de performance. La machine quantique, par contre, on espère que elle va améliorer ça, mais j'espère qu'elle ne fasse pas autre chose. Et merci. Merci beaucoup. C'est le futur. On verra où on est. Madame Jaouher, pour vous, est-ce que les banques maghrébines aujourd'hui, elles sont prêtes ou elles se positionnent par rapport au reste du monde, par rapport au data management, par rapport aux solutions que vous proposez aujourd'hui? Alors effectivement, nous on a une offre effectivement de data management qui est un logiciel complètement propriétaire qu'on a développé, qui est breveté, parce qu'on a un algorithme unique. Et en gros, on a cette capacité d'offrir un proof of value gratuit à des clients pour leur montrer la capacité à accélérer leur mise en place d'un data management. Donc vraiment toute la partie cycle de la donnée. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire en Tunisie. Nous on opère beaucoup en France, en Europe, et on a réduit vraiment de 40% le temps de projet data IA de nos clients, et en même temps on rend leur data responsable. Alors ce qu'on a fait effectivement, c'est des proof of value chez des clients, et on voit que la maturité est vraiment très en retard. En général, on utilise la data. Nous, on arrive effectivement avec des vérités où on pensait que dans le monde de l'assurance et de la banque, on était déjà dans l'IFRS 9, l'IFRS 17, la mise en place de data warehouse, et encore en Europe, on a abandonné la notion de data warehouse pour passer sur du data mesh, parce qu'ils veulent rendre la donnée un produit, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'est de la transférer, donc il faut que maintenant elle soit considérée plus un produit au sein des organisations, mais aussi au niveau donc à l'extérieur, puisqu'on parle d'open banking sur ces sujets. Et donc voilà, donc effectivement la maturité est quand même assez... on est encore, alors on débute la BI, on utilise la donnée parce qu'on a une technologie qui permet aussi d'assurer la maintenabilité des systèmes d'information dans les différentes étapes de qualité, donc des environnements, mais aussi la fiabilité des données. Et donc voilà, on se dit que c'est les débuts pour les pays donc du Maghreb sur déjà une bonne maîtrise de leur patrimoine de données. Alors bon, rassurez-vous, en France c'est pas mieux. Quand on a démarré, et même encore quand on va chez les clients, on les aide à se réapproprier leur patrimoine de données, le juste patrimoine de données. On parlait de smart data tout à l'heure. Et donc voilà, donc en gros, la maturité n'est pas là. Alors quand vous voulez mettre en place un outil de data management, donc l'idée, première étape, c'est de mettre une gouvernance en place. Donc déjà, c'est d'identifier qui va gérer la donnée au sein de votre organisation. Il faut mettre des propriétaires de la donnée. Les propriétaires, en général, ce sont les responsables de département chez vous. Ils doivent être propriétaires. Pourquoi ? Parce que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour la
les exigences de qualité, que ce soit pour les contraintes réglementaires, il n'y a que eux qui savent exactement spécifier ce qu'il y a à faire. Donc l'idée aussi ici, c'est de les responsabiliser. Donc vous allez effectivement leur demander, ce que je parlais tout à l'heure du DICT, vous avez parlé effectivement de tous ces éléments-là, et on va avoir une bonne visibilité au niveau du département, au niveau des processus, au niveau de tout ça. Et les personnes vont être responsabilisées. Ensuite, vous allez mettre des acteurs qui vont analyser l'information. Mais tout ça, après, derrière, il faut mettre en place toute la partie, la technicité qu'il y a derrière. Donc nous, on commence effectivement par la gouvernance, une stratégie. Attention, une stratégie, c'est important. C'est pas juste une stratégie de qualité ou de sécurité par rapport aux données personnelles, non personnelles, par rapport à la cybersécurité. C'est aussi une stratégie par rapport à ce que la banque veut faire. Donc, si demain vous voulez lancer dans l'open banking, c'est une stratégie. Donc, c'est comment je vais traiter mes données. Il faut savoir que dans l'open banking, il faut être modulaire, il faut être flexible, et voilà. Donc, en gros, il faut aussi s'ouvrir aux autres acteurs. Donc voilà, donc en gros, l'idée après derrière, c'est de dire, je modélise, je maintiens dans le temps ce modèle. Il ne faut pas faire du one-shot, parce que vous vous rendez compte, vous êtes de plus en plus agile, de plus en plus flexible. Ensuite, vous allez réguler, donc vous allez classifier vos données, ce qu'on retrouve dans la sécurité, ce qu'on retrouve dans plein de choses, même dans la partie de risque prudentiel, on va classifier les données qui sont clés, non clés. Pourquoi faire après? Pour après attaquer ce qu'on appelle le life cycle, c'est le cycle de vie de la donnée. Donc depuis sa mise en qualité, data profiling, contrôle des données, et concrètement agir sur ces données, faire de la maintenance, du transfert de données, d'anonymisation, ce sont des actions de sécurisation et de sécurité du système d'information, et d'archiver, détruire potentiellement la donnée. Et cet archivage, il est important. Vous devez archiver les données pour pouvoir demain les maîtriser, avoir la sémantique qui va bien, pour ensuite pouvoir les exploiter à n'importe quel moment. Alors je vous donne un exemple clair, que ce soit pour l'IFRS 9 ou l'IFRS 17, on a besoin d'un certain historique de données. Donc quand vous êtes digitalisé, bien en gros, vous avez décommissionné des systèmes, vous les avez laissés en l'état, il va falloir maintenant les reprendre, bien les maîtriser pour les faire parler avec les autres éléments d'historique. Donc voilà, super important, c'est vraiment de maîtriser cette information-là. Donc quand vous avez fait le début, qui consiste à dire je réponds à l'autorité compétente. Là, je suis juste dans un côté où je réponds, tout simplement. Je fais ça par contrainte. Deuxième étape, je me dis, je vais quand même utiliser, faire de la BI pour améliorer la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. Deuxième étape, je me dis, je vais m'ouvrir, je vais en profiter effectivement pour apporter des offres supplémentaires et apporter de la valeur à l'entreprise. Et la dernière étape, je vais monétiser mes données parce que effectivement elles ont de la valeur, et elles ont de la valeur parce que je vais travailler avec un écosystème qui va en avoir besoin et qui va créer du service, et on revient justement sur les ambitions de l'Union européenne et du monde actuellement sur la data. Super, merci pour cette réponse. Merci à tous pour ce panel. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que voilà, la techno elle existe, les solutions elles existent. Niveau maturité, peut-être qu'on est au début, mais ce n'est que les débuts. Il faut s'entourer peut-être des bons partenaires, des bonnes personnes qui nous accompagnent, et je pense que la suite sera meilleure de ce qu'on a aujourd'hui. Merci à tous.